Et je voudrais d'abord remercier Anne Grange et la Cité des Sciences de me donner l'occasion d'échanger avec vous autour de cette question de l'irrationnel dans le parcours de soins. Et lorsque Anne Grange m'a proposé de participer en partant de l'expérience des guérisseurs, j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est un très bon moyen pour faire un pas de côté, de passer par l'expérience des guérisseurs qui souvent étonnent et puis pour les plus cartésiens d'entre nous, même dérange dans les résultats ou les rituels, les façons de faire, pour réfléchir au parcours de soins et puis plus particulièrement pour réfléchir à la notion de changement. La façon dont j'ai construit cette présentation est la suivante. Je vais vous proposer de réfléchir ensemble sur justement la place de l'irrationnel et est-ce que finalement dans le changement, la place du rationnel que l'on met souvent en premier est si importante et est-ce que justement on pourrait penser le changement en voyant que la place de l'irrationnel dans le changement a très souvent une très grande place. Et puis ensuite, je vous proposerai à travers un petit film qui va nous permettre de regarder un soin pratiqué par un guérisseur, d'observer justement comment un soin peut se faire dans un cadre de cette expérience-là de ce guérisseur et de réfléchir justement en troisième temps comment s'organise finalement la collaboration quand il y a une collaboration entre les guérisseurs et la médecine. Et avec la question, est-ce qu'il s'agit d'une complémentarité ou est-ce qu'il va s'agir d'une intégration et comment elle peut se faire en parlant de l'expérience de différents guérisseurs que j'ai pu rencontrer. Alors je suis psychologue, je suis hypnothérapeute, je travaille dans différentes structures et ce qui m'a poussée à m'intéresser aux guérisseurs, c'est à partir de mon expérience professionnelle, notamment en centre antidouleur, de pouvoir constater que des personnes qui venaient pour des problèmes de douleurs chroniques, la plupart du temps c'était dans les consultations auxquelles je participais, les patients venaient avec des douleurs chroniques. Il y avait des personnes qui, à un moment donné, nous racontaient qu'ils ou elles avaient été rencontrer un guérisseur et il pouvait y avoir une efficacité. Ce n'est pas toujours le cas, mais il pouvait y avoir une efficacité par rapport à ces guérisseurs. Et ce qui m'a étonnée, ce qui m'a interpellée, c'est que jamais dans nos dossiers finalement médicaux, nos dossiers psychologiques, était notée l'intervention de ces personnes. Et j'ai trouvé que c'était un fait intéressant de pouvoir justement réfléchir comment cette connexion entre la médecine telle qu'on connaît, la médecine officielle, et puis les pratiques complémentaires, et dans les pratiques complémentaires, les guérisseurs en particulier, comment tous ces intervenants pouvaient coexister, travailler ensemble ou pas. Alors depuis 15 ans, je rencontre des praticiens d'autres cultures qui vont avoir pour point commun avec l'hypnose d'utiliser la transe, d'utiliser des états de conscience modifiés. Et c'est ce qui m'a amené à rencontrer des guérisseurs tout d'abord au Bénin, en Afrique, des chamans en Sibérie. J'ai filmé pendant plusieurs années leurs pratiques, leur représentation de la maladie. Je les ai interviewés pour avoir leur représentation aussi de la santé et du soin. Et à partir de ces interviews, déjà j'ai pu constater qu'il y avait une diversité de représentation de la maladie et du soin de par le monde qui était intéressante et qui coexistait avec la représentation scientifique de la maladie et du soin. Et puis j'ai eu envie de pousser, d'aller un petit peu plus loin en allant dans des contrées aussi mystérieuses et étranges que le Jura suisse, où là j'ai rencontré des guérisseurs qui officiaient assez facilement en collaboration avec des médecins. Donc le film que je vous présenterai tout à l'heure sera une de ces expériences de contact avec un de ces guérisseurs qui a bien accepté d'expliquer sa façon de travailler et qui a montré aussi sa façon de travailler. Alors cette expérience des guérisseurs, elle nous pousse à faire un pas de côté. On est obligé de lâcher notre vision habituelle du changement, notre vision habituelle du soin, pour pouvoir rencontrer, pour pouvoir capter, comprendre quelque chose de l'espace de soins, des propositions de soins que ces guérisseurs peuvent faire. L'expérience des guérisseurs nous pousse à réfléchir de façon originale sur le processus du changement, sur les représentations de la maladie et du soin.
Cette pratique des guérisseurs, elle témoigne aussi de la coexistence au sein d'une même culture, de représentations différentes. Et on voit bien chez certains patients qui vont tout à fait adhérer à la représentation habituelle de la médecine scientifique, la possibilité d'avoir une toute autre représentation de la maladie et du corps et de la santé et de la façon de se soigner, et toutes ces représentations peuvent être utilisées comme des ressources pour arriver à amener quelqu'un à bouger et à changer. La question donc, qui se pose, c'est comment s'articule l'irrationalité et la science dans le soin entre complémentarité et intégrativité. On pourra y réfléchir ensemble. Cette question de l'irrationalité, elle est importante parce que de plus en plus, avec les dernières recherches en neurosciences sur la conscience notamment, et sur le processus de conscience, on s'aperçoit qu'on a peut-être surestimé la place du rationnel dans nos prises de décision et dans le changement. Et peut-être aussi les guérisseurs nous amènent à réfléchir sur la place de l'intuition, le fait de pouvoir changer aussi avec l'intuition et avec cette notion-là d'irrationnel. Alors peut-être par rapport à cette question-là entre rationnel et irrationnel, une première étude est intéressante et qui nous montre que très souvent, on croit que l'on va changer un comportement en expliquant, en passant par la mémoire, en passant par le symbolique, en passant par les mots. Il y a des expériences qui nous montrent que ça peut passer de façon tout à fait sensorielle, tout à fait intuitive, sans même qu'on ait conscience. Des changements vont apparaître en nous. Cette expérience que j'avais envie d'évoquer avec vous, c'est une expérience qui a été menée en Suisse par des chercheurs qui se sont posé la question, dans une salle de conférence ou dans un cours, il va y avoir une poubelle qui va être dans un coin de la pièce. Et très souvent, les personnes qui participent à un cours vont laisser les papiers à côté de la poubelle. Alors ces chercheurs suisses se sont demandé comment pouvoir peut-être changer ce comportement autour de laisser une pièce propre. Alors dans une pièce, ils ont enlevé une poubelle et ils ont mis un petit mot à la place de la poubelle en disant « Merci de laisser cet espace propre ». Et dans la deuxième pièce, ils ont enlevé la poubelle. Il n'y avait pas du tout de mots, pas du tout de proposition de fait, mais ils ont simplement diffusé une odeur de citron. Dans la pièce où il y a l'odeur de citron qui est diffusée, la pièce est restée propre. Et ça a été répété plusieurs fois. Alors que dans la pièce où il y a une demande explicite de laisser la pièce propre, finalement, le comportement a très peu changé. Les personnes ont laissé les détritus, mais à l'endroit de la poubelle, pas à l'extérieur. Et l'interprétation et l'analyse des résultats montrent que, finalement, l'odeur de citron est tellement associée aux produits d'entretien qu'on utilise quand on fait le ménage, que ça a été suffisant pour modifier le comportement de ces personnes. C'est une étude qui est intéressante parce qu'on voit bien que ça ne passe pas par le conscient, que ça ne passe pas par une réflexion, et pourtant, le changement a eu lieu. Une autre étude qui peut être intéressante, ce sont les études qui se sont penchées sur les émotions dans nos prises de décision. Un des premiers à avoir émis l'hypothèse que les émotions jouaient un rôle dans la prise de décision, c'est Antonio Damasio. Il a montré que les émotions sont souvent sous-estimées et que pourtant elles sont comme une lumière qui éclaire dans le flot d'informations qui nous entoure, ce qui peut être intéressant ou moins intéressant pour nous. Émotion, pour rappel, étymologiquement, l'émotion, emovere, c'est ce qui nous met en mouvement. Et on oppose souvent l'émotion et la raison, alors qu'on voit bien que dans la prise de décision, on va souvent penser que nous prenons nos décisions de façon complètement logique. Et très souvent, quand on travaille sur l'analyse de nos prises de décision, c'est le travail de Damasio, mais plus particulièrement aussi celui d'Alain Berthoz, on s'aperçoit que nos prises de décision vont être influencées par des aspects affectifs ou des aspects émotionnels. La décision est loin d'être le résultat d'une réflexion logique qui pèse le pour et le contre, mais serait plutôt le fruit d'une perception de soi-même et du monde modelée par nos émotions. Et ces études sont intéressantes parce qu'elles montrent que ces aspects moins raisonnables, plus émotionnels, vont aussi avoir leur place dans le changement et dans la prise de décision. Alors, cette importance de la composante émotionnelle, nous, dans le soin,
On sait bien que très souvent, lorsque quelqu'un arrive et va avoir un problème de santé, l'émotionnel et le somatique vont être liés. Par exemple, dans le domaine de la douleur, quand on a mal, ça peut être tout à fait évidemment somatique, mais évidemment avoir mal va avoir des conséquences sur l'émotionnel. Quelqu'un qui a une douleur chronique, on sait bien qu'à terme, la douleur chronique va moduler l'émotionnel du patient. Très souvent, on va utiliser pendant les soins ou pour des patients qui vont avoir des problèmes plus chroniques, la musique. Et on a souvent cru que l'utilisation de la musique l'efficacité de la musique était liée à l'effet de distraction, le fait de défocaliser l'attention de la douleur ou d'un symptôme. Une étude très intéressante qui a été réalisée par l'équipe de Baril en 2006 au Canada a montré que la musique atténuait bien la douleur, mais pas pour les raisons qu'on imaginait. L'effet positif n'est pas lié à la distraction suscitée par la musique, mais à l'émotion qu'elle induit. Ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'on voit que le côté non raisonnable, si on veut rester dans cette opposition de la raison et des émotions, qui n'a pas de sens en fait, parce que c'est toujours lié. La pensée, les pensées et les émotions vont être rassemblées. La sensation va être liée aux émotions et va être liée aussi aux pensées. On voit bien que par les émotions, on peut avoir aussi un effet positif sur un problème de santé. D'ailleurs, dans l'utilisation de la musique, on s'est aperçu que lorsque, à une certaine époque, on utilisait toujours un peu les mêmes musiques, des nappes un peu planantes qui étaient censées apaiser les patients, mais on s'aperçoit que ça ne marche pas parce que pour certains, oui, ça va fonctionner, parce qu'il y a une émotion qui va être suscitée par ces nappes musicales un peu planantes, et puis pour d'autres, pas du tout, parce que ça ne crée pas d'émotion. Il arrive qu'on utilise des musiques plus trash, des musiques de jazz, des musiques classiques. C'est la musique qui va créer une émotion, qui va finalement moduler la douleur du patient. On voit bien que tous ces aspects émotionnels vont avoir une place très importante dans le changement et la modulation de la perception de la douleur. Autre expérience intéressante qui a été faite par William James, le frère d'Henry James, qui a beaucoup abordé la question de la réaction au stress, de la réaction à la peur. Très souvent, on croit que lorsqu'on voit un danger, comme dans cette image que vous voyez, on voit un animal dangereux, on va avoir peur, on va penser la peur, et ensuite on va fuir. En fait, William James a montré, dès 1890, que c'est tout le contraire. On voit un animal dangereux, le corps bouge, et ensuite on a peur, on pense la peur. Et c'est une illusion de penser qu'on va d'abord réfléchir et ensuite bouger. D'un point de vue darwinien, c'est mieux que ça se passe de cette façon-là, que le corps se mette à bouger et ensuite que l'on réfléchisse par rapport à ce qui nous est arrivé. Alors évidemment, la réflexion, ce n'est pas 2 heures plus tard, c'est à la milliseconde par rapport à l'événement dangereux qui s'est passé. Cette expérience, elle est intéressante parce qu'elle nous montre qu'il y a un savoir qui est beaucoup plus global que notre savoir mental, que notre pensée. Il y a une réaction du corps qui estime immédiatement. La peur est une émotion, est un sentiment tout à fait utile et adaptatif. Il faut pouvoir courir ou faire face, attaquer à ce moment-là. Mais c'est dans ce sens-là. D'abord, le corps va bouger. Ensuite, nous penserons la peur. Toutes ces expériences, avant même d'entrer dans le vif du sujet de ce qui se passe dans un cadre de guérison, de cette expérience des guérisseurs, on voit bien que nous sommes en train de découvrir ou de redécouvrir l'importance aussi de l'intuition, des émotions, de l'irrationnel dans le processus de changement. Et qu'on a peut-être surestimé cette dimension rationnelle qui a toute sa place et qui est si importante. Il faut pouvoir penser évidemment les choses, mais en même temps, que pouvoir aussi utiliser le mouvement du corps, pouvoir utiliser les émotions, va être quelque chose de très précieux et de très important dans le changement et donc pour le soin. Cette importance du corps dans le changement, elle a été largement mise en évidence par les études d'Alain Berthoz, qui a écrit des livres magnifiques sur ce sujet et qui montrent bien que très souvent, dans nos prises de décision, le corps aura pris la décision et ensuite nous serons au courant de la décision que nous avons prise globalement.
Et ça, c'est un point très intéressant pour comprendre aussi ce qui se passe dans le cadre de ce travail avec les guérisseurs, qui vont revenir à un travail très global, pas simplement mental. Vous verrez dans le petit film que je vais vous présenter, le travail du guérisseur, c'est plus de faire passer le patient à quelque chose qui est très mental, le patient qui va arriver et qui tourne en rond sur son problème. S'il vient le voir, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de solution autre pour réduire une douleur, une dépression, un problème de peur. Il va faire passer le patient d'une perception, notre perception habituelle qui passe par le mental, à un retour vers une perception beaucoup plus globale et amener le patient à rentrer en lien finalement avec lui et avec le monde de façon pas simplement pensante, mais aussi de façon très sensorielle. Vous verrez aussi dans le film que ce que le guérisseur propose, c'est une démarche pour le patient, mais aussi pour lui-même. Il est obligé lui-même de passer par quelque chose qui est très peu mental et beaucoup plus intuitif. Et c'est en cela que leur expérience est intéressante et complémentaire à la perspective médicale, scientifique qui est si précieuse et si importante dans nos sociétés. Les guérisseurs nous amènent à réfléchir, analyser, peut-être à faire aussi des recherches un peu plus sur le pouvoir justement de l'intuition et de revenir à la sensorialité. Ça fait écho aux recherches actuelles de Paul Ekman et aux recherches même plus anciennes de Paul Ekman. Paul Ekman qui a mis en évidence que souvent on pense qu'on a une émotion et notre corps va suivre le mouvement de l'émotion. Lui a montré que si on prend une posture et qu'en permanence on se met dans la posture de la colère, on va générer la posture de la colère, alors qu'on n'était pas en colère. Quelqu'un qui va être triste ou quelqu'un qui prend la posture de la tristesse au niveau du visage va nourrir en fait l'émotion de la tristesse. Et vous voyez qu'il y a un renversement. Souvent on pense qu'on a l'émotion, la pensée liée à l'émotion, et le corps va suivre. Lui a montré que si notre corps en permanence prend une posture, notre esprit, l'esprit et le corps sont liés évidemment, va être dans cette émotion et va suivre l'émotion. Le corps et l'esprit sont liés. Le travail des guérisseurs le montre. Finalement, le travail des neurosciences aussi le montre en permanence. Alors j'aime bien cette phrase de Woody Allen qui fustige la séparation du corps et de l'esprit et qui dit existe-t-il une séparation entre le corps et l'esprit? Et si oui, lequel vaut mieux-il avoir? C'est très juste. C'est-à-dire que c'est complètement paradoxal. On sait que quand on a une pensée, on va forcément percevoir quelque chose par rapport à cette pensée. Lorsqu'on a une douleur, elle sera forcément liée à l'émotion. Lorsqu'on a une émotion, le corps va ressentir cette émotion. La pensée va aussi induire une sensation. Tout est lié en permanence. Ce que Amy Cuddy a montré également dans les études qu'elle a menées, où elle a montré que lorsqu'on prend une position volontairement, une position d'assurance. Alors à l'américaine, elle a montré, alors elle appelle ça la position de Wonder Woman, c'est une position d'assurance. Ça va permettre à la personne qui prend cette position-là de sécréter un peu plus de testostérone et ça amène une boucle qui amène un peu plus de confiance en soi. C'est passé par le corps, ça passe par le corps et ça passe par l'esprit. On voit bien que nos études actuelles montrent cette connexion permanente et il y a plein de perspectives d'études très intéressantes qui nous amènent à aller un petit peu plus loin. Alors un dernier point aussi important pour peut-être faire encore un pas de côté et puis aller dans ce sens de cette interrogation, de cette réflexion autour de ce qui est vraiment efficace lorsqu'on soigne. Parce que finalement, les guérisseurs dont on entend parler, on a tous en général une expérience à raconter autour des guérisseurs. Quelqu'un qui est allé voir un guérisseur qui a vécu telle chose, ça a fonctionné, ou un autre qui a vécu un autre type d'expérience, ça a été quelque chose d'intéressant, peut-être pas sur le symptôme, mais sur autre chose. Et il y a souvent des histoires qui sont racontées autour des guérisseurs, et à chaque fois, va ressortir une explication sur ce qui a marché dans le soin. Et en ayant rencontré beaucoup de guérisseurs en Europe et un petit peu partout dans le monde, moi je suis éblouie de la multiplicité des représentations et des explications pour arriver à expliquer lorsque ça marche. Il y a vraiment une créativité
d'images, de représentations, et c'est aussi par ces représentations et ces images que le soin va avoir son efficacité. Alors il y a quelques études qui sont très intéressantes à connaître pour justement réfléchir quand on dit c'est ça qui marche dans une pratique, pour aller un petit peu plus loin et pousser justement à la recherche et analyser ce qui est vraiment efficace dans un soin. Chaque pratique thérapeutique va légitimer sa spécificité à travers des particularités relationnelles très diverses. Là, j'ai mis quelques exemples. Ça peut être la réaction émotionnelle, l'imagination, le magnétisme, la suggestion, la persuasion, l'interprétation. Beaucoup d'études ont été faites sur ce sujet pour répertorier ce qui ressortait comme efficace dans différentes pratiques thérapeutiques. Le résultat de méta-analyses et d'analyses qui ont analysé l'efficacité de ces différentes pratiques a montré, et ça je trouve très intéressant pour penser le soin et penser le changement, a montré qu'il n'y a pas d'efficacité spécifique d'une forme de traitement par rapport à une autre forme de traitement. Ça, c'est dérangeant comme résultat d'études. Et c'est très intéressant parce que ça nous pousse à aller plus loin et à réfléchir peut-être aussi aux ingrédients transversaux, à ce qui peut marcher dans la médecine plus classique, et ce qui peut marcher dans les pratiques complémentaires et ce qui pourrait aussi marcher chez les guérisseurs. De nombreuses études ont mis en évidence que les facteurs techniques liés au modèle n'auraient qu'une influence thérapeutique mineure. Alors, ce qui est intéressant dans ces études, c'est de voir que l'amélioration d'une personne en thérapie serait d'abord déterminée par des facteurs extra-thérapeutiques, 40%, qui tiennent du patient et de son environnement. Ça aussi, c'est un point important, c'est-à-dire qu'il y a différentes pratiques qui peuvent utiliser les ressources du patient dans sa vie, qui vont ramener le patient dans le mouvement de sa vie, et on voit que ça c'est intéressant puisque c'est 40% de l'efficacité, et de son environnement. Ramener le patient dans qu'est-ce qu'il peut utiliser de son environnement et qui va l'aider à évoluer. Des facteurs relationnels communs et non spécifiques au modèle thérapeutique, 30%, comme l'empathie, la chaleur relationnelle, l'encouragement. Vous verrez ce guérisseur que j'ai interviewé, sa capacité empathique, sa relation, l'importance de la relation qu'il met en place aussi avec le patient. Les attentes du patient, 15% vis-à-vis de la thérapie qu'il entreprend. Quelqu'un qui a entendu parler d'un guérisseur, et ce guérisseur vraiment a de très bons résultats dans ce domaine, ça a aussi une influence évidemment sur la relation qui va être mise en place avec le guérisseur. Et ça marche pour tout en médecine classique. Le fait aussi d'aller voir un médecin dont on a entendu parler, lorsqu'on est adressé, il y aura aussi une efficacité par rapport à ce phénomène-là. Et les facteurs techniques, environ 15%, spécifiques au modèle appliqué par le thérapeute, vous voyez que c'est 15%. Ce que l'on met souvent en avant dans une pratique de psychothérapie, ce sera 15% finalement de l'efficacité. Alors pour moi qui dirige un centre de formation pour des professionnels de la santé, je peux vous dire que cette étude, évidemment, ça m'a parlé parce qu'on voit bien que c'est dans la diversité qu'il est important de se former, de comprendre différents modèles. Et c'est important, même si on ne peut pas tout utiliser, de savoir ce qui existe autour pour pouvoir aussi adresser les patients de la meilleure façon possible. Et on pourra peut-être élargir dans la discussion que justement dans la connexion entre la médecine, la psychothérapie et les guérisseurs, peut-être que c'est aussi en discutant ensemble, en comprenant les points de vue des uns et des autres, que l'on pourra mettre en place un parcours de soins plus rationnel pour les patients. Alors ces études ne remettent pas en question l'efficacité de ces thérapies, qui est clairement démontrée, mais elles montrent bien que cette efficacité dépend d'autres raisons que celles avancées par les théories de très nombreux modèles de psychothérapie. Ces résultats nous poussent à réfléchir autrement au changement en thérapie, en sortant des dogmes et en mettant en perspective les grands modèles de la psychothérapie. Le pas de côté que nous amènent à faire les médecines traditionnelles, plus anciennes, les techniques de guérison des guérisseurs ou des chamans ou de ces autres praticiens, nous poussent à sortir justement des dogmes et à penser autrement le changement dans les soins et en thérapie. Alors je vous propose de regarder ce film qui est tourné donc dans le Jura suisse, qui va vous montrer la représentation du soin, de la maladie et de la santé du guérisseur. Les phénomènes de la nature
sont extrêmement importants pour ces personnes qui ont ce qu'on appelle le secret ou qui ont le don de guérir. Ces personnages qui ont eux-mêmes subi souvent des maladies graves ou des situations extrêmement compliquées, qui parfois ont vécu aux frontières de la mort, ces personnes bénéficient, je dirais, d'un accès très direct avec la nature et leur langage est très empreint de ce langage de la nature. Dans la nature, on peut faire un tas de choses, mais il faut laisser le temps aussi. On peut planter des graines, puis une fois que tout est prêt, on ne peut plus rien faire, il faut attendre que la pluie, le soleil fasse son effet. J'essaie de résoudre les problèmes que les gens rencontrent par la façon donc mécanique. Les douleurs, que ce soit physiques ou psychiques. C'est un problème mécanique qu'on retrouve dans la colonne, que ce soit n'importe quoi, des cheveux aux orteils. C'est dû à un décroît, donc à un déséquilibre du bassin. Le bassin n'est plus en parallèle avec la colonne, ce qui donne un tassement et qui compresse le canal des nerfs. Et c'est ça qui, d'après, donne des problèmes, quoi. Alors ça peut se situer depuis le coccyx au cervical, quoi. Enfin, bien souvent, il y en a plusieurs, quoi, de blocage. Alors c'est ce qu'il faut essayer de débloquer. Puis c'est en passant avec le pouce dessus que l'image me vient. Je ne me vois plus, hein. Je ne me sens plus. Il n'y a plus que ce problème qui arrive, qui va durer quelques minutes, et après c'est un autre qui revient. Je ne réfléchis pas, je ne pense pas. J'ai souvent l'esprit tout ailleurs, quoi. Je suis souvent sur un tracteur, je suis dans les foins, je suis vraiment ailleurs, quoi. Je ne réfléchis pas. Si vraiment, c'est quelques secondes, quoi. Ah, il y a ça, bon ben, avec l'habitude, on sait où aller toucher. Mais autrement, non, je ne réfléchis pas. J'agis, c'est tout. Puis ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire psychologiquement. Ça te sort des mains et puis ça travaille comme ça. Parce que si tu dois penser et réfléchir à ce que tu fais là, tu vas te fatiguer aussi. Hein. Puis ça, c'est le rôle de la nature aussi. Hein. On fait ce qu'il y a à faire et puis le reste se fait tout seul. Hein. Là, j'ai fait une tentative avec le domaine médical où je suis allée pour mon dos plus de 2 mois en traitement et puis que je vois aucune amélioration. Et puis je me suis dit pourquoi pas, je suis venue une fois, ça m'a vraiment fait du bien. Il m'a dit que ça suffirait pas parce que c'est des douleurs anciennes, qu'il fallait revenir en tout cas 2 à 3 fois. Et puis j'ai vraiment l'intention de revenir et puis je vois déjà les effets. On peut créer de l'efficacité non seulement par des raisonnements, non seulement par des éléments de persuasion ou par de l'argumentation. Je vois qu'au fond, l'efficacité, c'est avant tout aussi une logique d'être mobilisé par des images, d'être mobilisé par des croyances, et d'être non plus dans cette logique du doute scientifique, que je respecte, parce qu'on va loin aussi par ce chemin-là, mais plutôt par une voie de croyance, de certitude, de foi, qui est plus directe et plus efficace, immédiatement en tout cas. Il y a une dame qui est venue avec son enfant de 2 mois, qui avait des diarrhées, qui ne faisait que de pleurer, qui était très mal. Et à l'hôpital des enfants, à Bâle, ils n'ont vraiment pas trouvé ce qu'il y avait. Ils ne prennent pas le droit de dire que c'est psychologique, mais qu'elle ne savait pas s'y prendre, et ci et ça. Puis elle m'a dit, le pire, chaque fois que je le regarde, il pleure. Il a peur et puis il pleure. Que ce soit mon mari, que ce soit moi ou n'importe qui, plus personne n'ose le regarder. Puis elle l'a assis sur la table, là, puis regardé, puis il était décalé. J'ai rééquilibré ça, et puis ça a duré quoi, une petite minute. Et il a sorti un sourire. Et sa mère s'est mise en sanglots quoi, quand elle a vu ça. Et puis c'est vrai que ça m'a aussi marqué quoi. Puis après j'ai regardé la mère, elle je ne l'ai pas touchée, mais je l'ai aussi, si on veut, pas dire comment est-ce qu'on peut dire ça, c'est pas de l'hypnose, mais j'ai pensé très fort à elle pour qu'elle commence à avoir confiance aussi, qu'elle n'ait plus peur. Et puis ça a été très important pour l'enfant, quand pas qu'elle lui donne, qu'elle lui montre cette angoisse qu'elle a, même à un petit de 3 mois, hein, il le ressent déjà. Alors là, je lui ai expliqué 2, 3 mots, ce qu'il y avait, ce qui se passait, et puis elle ressortait avec le sourire. Et puis ça, c'était important. C'était le remède qu'il fallait à elle, donc. Hein. C'est pas commencer à dire, ouais,
il n'est pas une mère, t'es pas ci, pas ça, comme elle a dû entendre à l'hôpital, qu'ils ont commencé d'y tenir des théories de ouin-ouin, qui ne tiennent pas debout, quoi. Alors là, non, ce que j'ai fait sur elle, en quelques mots, je lui ai redonné confiance, qu'elle retrouve confiance, puis qu'elle n'ait plus peur. Et comme ça, si on veut, elle a de nouveau envoyé des ondes positives pour l'enfant. Il est complètement à son affaire, il est extrêmement concentré, il est très instinctif et il a de temps en temps des paroles d'une intuition incroyable. Et en général avec des mots qui sont des mots de la nature. Il est capable de dire à quelqu'un, oui, je vois ce qui est en train de se passer, vous lâchez pas les choses, vous êtes comme une feuille qui, à l'automne venu, ne veut pas tomber de son arbre. Une allégorie comme ça, la personne qui part avec cette allégorie, elle peut continuer l'image et elle peut laisser aller. Elle peut laisser aller la feuille, elle peut laisser aller l'angoisse, la préoccupation qui l'avait menée à consulter. Ce court film, il montre beaucoup de choses. Il montre comment il soigne, sa représentation de la maladie, et c'est en fonction évidemment de la représentation de la maladie que quelque chose va être proposé, qu'il va remettre dans l'axe la personne. Ce soin montre aussi l'importance de la relation. Vous voyez à quel point il est dans un état particulier lorsqu'il soigne. Il dit qu'il ne pense pas, il est vraiment dans l'intuition. Il est dans une perception globale de son patient. C'est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il va avoir une fonction d'apaisement pour le patient. Il laisse venir les mots, les images qui vont apaiser le patient. Alors ça, c'est intéressant parce que ce type d'expérience, on le voit bien quand on travaille à l'hôpital ou dans nos cabinets en libéral, dans nos centres. Il y a énormément de patients qui vont consulter les guérisseurs, qui vont le dire ou non. Ils vont l'évoquer avec le médecin ou avec le psychologue ou non. Ils l'évoquent quand ils se sentent à l'aise avec le corps médical, avec le psychologue, et puis ils vont garder pour eux quand ils sentent que c'est pas, peut-être ce serait mal compris de dire qu'ils sont allés voir un guérisseur. Et ça, c'est un premier constat. Notre médecine, qui est si performante dans de nombreux domaines, elle va s'associer en fait de plus en plus à des pratiques complémentaires quand un symptôme devient chronique. Les patients, de façon assez raisonnable justement, puisqu'on parle de rationalité, d'irrationalité, vont avoir un parcours où, dans un premier temps, la plupart du temps, ils vont consulter à l'hôpital ou en médecine générale. Et c'est lorsqu'un symptôme devient chronique, c'est lorsqu'il y a une difficulté à aménager les choses par rapport aux symptômes, qu'ils vont avoir recours à d'autres pratiques complémentaires, et parmi ces pratiques, à des guérisseurs. Et ça, c'est une situation que l'on peut voir mondialement. C'est dans tous les pays. On peut trouver la coexistence de la médecine scientifique et de pratiques à côté qui vont permettre d'apaiser, qui vont permettre d'avancer par rapport à des symptômes chroniques. Cette pratique des guérisseurs, elle témoigne de la coexistence de différentes représentations du soin au sein d'une même culture. Et ça, c'est important à avoir en tête aussi du côté des soignants, et de pouvoir organiser certainement une discussion, une organisation autour de ces visions complémentaires d'un problème de santé et de la façon dont on peut mettre en commun justement ces pratiques ensemble. Très souvent, les patients que nous rencontrons, qui vont être suivis notamment en cancérologie, vont dire qu'ils n'ont pas forcément osé dire à leur médecin qu'ils sont allés voir un guérisseur, ou ils n'ont pas osé dire qu'ils prennent même des plantes. Or, on sait que c'est très important de pouvoir créer une vraie collaboration. Les plantes ont un effet, et il peut y avoir des interactions entre la chimiothérapie et certaines plantes. Donc, plus les médecins vont être au courant de ce que les patients, effectivement, vont prendre ou faire à côté, mieux c'est. Et donc, il faut pouvoir organiser justement ce type de discussion. Alors, régulièrement, on a de nombreux témoignages qui montrent l'efficacité. Par exemple, les barreurs de feu, qui sont des personnes qui vont chuchoter des mots, qui vont parfois chuchoter une prière,
directement auprès de la personne ou parfois même à distance. Et on s'aperçoit, les personnes pour qui ces mots vont être dits ou la prière va être faite, vont avoir une perception de la douleur ou une cicatrisation qui souvent va être évoquée comme plus rapide. Et il arrive, et de plus en plus de personnes qui vont avoir des radiothérapies font appel à des barreurs de feu pour pouvoir combiner finalement le traitement de la radiothérapie et un travail à distance ou à côté avec le barreur de feu. Et c'est vrai qu'il y a ça n'est pas quelque chose qui est organisé au sein de l'hôpital, mais c'est quelque chose qui, dans certains services, se met en place parce qu'on voit que les patients vont évoquer une amélioration plus rapide, être plus confortable. Donc souvent, ces soignants qui vont fonctionner de façon intégrative sont pragmatiques. Tout ce qui est bon, tout ce qui est une ressource pour apaiser le patient va être utilisé et peut-être aussi pour jouer directement sur la douleur. Alors je prends des précautions verbales parce que moi aussi j'ai entendu beaucoup de témoignages ou vu des patients qui vont bien décrire ces améliorations. Et très concrètement, on peut voir effectivement même évaluer une douleur qui va être perçue comme moins forte. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore d'études randomisées. Et là, on est vraiment dans ce démarrage de travail de connexion entre la médecine rationnelle, scientifique, si importante, si précieuse, et ces pratiques de soins, de guérisseurs qui passent par l'intuition et qui peuvent malgré tout avoir une efficacité à certains moments. Mais on n'a pas encore fait d'études randomisées, ce seraient des choses à organiser. Il y a une question de la complémentarité, c'est-à-dire certains médecins, certains soignants vont considérer que c'est possible que le patient, évidemment, voit un guérisseur et en même temps ait leur traitement. C'est complémentaire, mais il n'y aura pas de connexion forcément entre les deux. D'autres vont plus loin et commencent à intégrer, c'est-à-dire proposer au patient, écoutez, vous avez tel problème, on a quelqu'un qui est plutôt bien et qui travaille parfois avec certains autres patients et qui vont à ce moment-là en parler et pouvoir créer une intégration. Ça demande un pas de chaque côté. Les médecins formés dans nos universités de médecine et qui sont formés à une pensée scientifique, ça demande à pouvoir faire un sacré pas de côté pour pouvoir entendre des représentations qui sont tout autres. Il faut aussi qu'il y ait un pas de côté des guérisseurs qui puissent aussi comprendre qu'on ne peut travailler main dans la main que si on arrive à évaluer, que si on arrive à organiser une connexion qui sécurise aussi le parcours de soins évidemment du patient. Il y a des précautions à prendre, mais c'est comme dans toute rencontre. On sait très bien que dans ce domaine qui n'est pas réglementé, qui s'organise peu à peu, on sait très bien que lorsqu'on va voir un guérisseur, mais c'est comme toute rencontre, les précautions, c'est de pouvoir rester dans sa liberté. Le guérisseur qui soigne comme ce monsieur, le Lingdou, et qui amène le patient ou la patiente à se sentir mieux et à être autonome et à pouvoir même faire des exercices de façon autonome. Il lui explique même le positionnement du corps. Il lui explique aussi une proposition d'interprétation de sa pathologie. Il n'y a pas de dépendance, il y a une autonomisation possible chez certains guérisseurs. Ça, je pense que c'est un cadre important. Une bonne relation thérapeutique se base sur une indépendance et une autonomisation, évidemment, le plus possible du patient. Un guérisseur qui amènerait quelqu'un à rentrer dans une croyance philosophique, politique, religieuse, là, on est dans quelque chose où ça clignote, il faut faire attention. À partir du moment où il y a cette complémentarité qui se met en place, à partir du moment où le patient va être autonomisé, fait quelques séances à des prix raisonnables, ça permet au patient aussi d'intégrer quelque chose qui va lui permettre d'évoluer. Alors, très souvent, dans le domaine de la douleur, on rencontre des patients qui vont aller voir des guérisseurs, ils ont testé différentes choses, et puis à un moment donné, ils essayent, et il peut y avoir une efficacité. Pas toujours. C'est intéressant aussi d'observer quand ça ne marche pas. Il y a des moments où il va y avoir un apaisement, puis il y a d'autres moments non. Alors la douleur, pour rappel, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle qui est liée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en des termes évoquant de telles lésions.
Je voulais juste rappeler la définition de la douleur telle que l'IASP l'a définie, l'International Association for the Study of Pain, parce qu'on voit que dans la définition elle-même, il y a une connexion entre la sensation et l'émotion. Tous les moyens sont possibles pour arriver à modifier, à moduler la perception d'une douleur lorsqu'on a proposé un traitement médicamenteux, mais si le traitement médicamenteux ne soulage pas suffisamment, on peut aussi proposer des pratiques complémentaires qui vont permettre de moduler et la sensation et l'émotion. Il y a eu quelques jours une conférence sur l'hypnose et sa relation au rationnel et à l'irrationnel. L'hypnose est une pratique qui est extrêmement développée dans le domaine de la prise en charge de la douleur. C'est une pratique qui a un pied dans le rationnel, largement évaluée par les études médicales, par les neurosciences, avec un renversement épistémologique. On évalue l'efficacité de l'hypnose, mais l'hypnose sert aussi à évaluer ce qui se passe au niveau de la conscience. On voit bien qu'avec cette pratique hypnotique, on va pouvoir moduler la douleur, on va pouvoir moduler la sensation ou l'émotion. La pratique de l'hypnose, elle est basée sur l'activation des ressources du patient. Et la pratique de l'hypnose, elle peut être proposée évidemment par un professionnel de la santé dans ce domaine-là, mais on sait que l'hypnose, c'est une capacité naturelle. On sait que c'est une façon de se reconnecter à soi différemment, où tout d'un coup, on va se relier différemment à une sensation, au corps, aux autres et au monde qui nous entoure. Cette notion d'hypnose, elle est reliée, elle a des racines plus irrationnelles. Le rationnel, c'est du côté des études et des neurosciences. L'hypnose a des racines plus irrationnelles, qui sont les racines de la transe. Et la transe, si on revient à l'étymologie du mot transe, la transe, c'est passer un seuil. C'est passer le seuil de la conscience restreinte qui nous permet de capter les informations, un peu tous de la même façon, de façon restreinte, bien ciblée. On passe le seuil de cette conscience-là pour entrer dans une conscience plus ouverte où on va percevoir un peu plus différemment et par ce mouvement-là, on va pouvoir moduler des tristesses, des douleurs, des angoisses, des sensations. Finalement, lorsqu'on réfléchit à ce qui se passe dans ces phénomènes d'expérience de guérisseurs, on voit bien aussi qu'il y a des effets de transe. Tous les films que j'ai pu réaliser sur ce sujet, j'ai vu le guérisseur s'absorber. Et il décrit très bien ce monsieur, le Lingdu. Il décrit qu'il a besoin d'être là et de s'imaginer tout ailleurs. Il ne faut surtout pas que ce soit dans le mental. Il est vraiment dans son intuition à ce moment-là. Et parce qu'il est dans son intuition, il voit plus simplement le patient avec le symptôme, mais il voit le patient dans tous ses liens avec le monde, son rapport à lui, son rapport aux autres, son rapport au monde. On voit bien qu'il y a un phénomène, peut-être un processus, un continuum, qui relie différentes pratiques, où on va, à un moment donné, amener quelqu'un à rentrer dans une autre perception de soi. Quand on observe l'impact de la douleur dans la vie d'une personne, mais si même vous réfléchissez quelques instants à des moments où vous avez eu mal, quand on a mal, par exemple, à une dent ou n'importe où, peut-être avez-vous remarqué combien le monde se rétrécit là où on a la douleur. Les perceptions se modifient lorsqu'on a une douleur ou lorsqu'on est préoccupé de façon, si on veut élargir, même plus générale. Quand on est dépressif, on ne voit plus les bonnes choses de la vie autour, on ne voit que le négatif. On voit la vie entre gris clair et gris foncé, vraiment. Lorsqu'on est phobique, on ne voit que l'objet phobogène, on ne voit que ce qui nous fait peur, et le reste disparaît. Lorsqu'on a un symptôme, lorsqu'on a une difficulté, et que l'on soit, quel que soit l'endroit du monde où on vit, ce sera la même chose, le monde se rétrécit à la difficulté. Et le travail, finalement, les possibilités d'amener le patient à sortir de ce fonctionnement-là peuvent se faire de multiples façons, mais il va s'agir d'amener quelqu'un à se défocaliser de cette focalisation de la douleur, de la dépression ou de la phobie ou de l'angoisse. Lorsqu'on a un problème, un symptôme, le monde se réduit à ce symptôme et on le cristallise, on le fige. Et finalement, dans cette possibilité que propose ce guérisseur, on voit que lui remet en mouvement avec sa représentation à lui.
Il parle de la décroix, il montre que la personne n'est plus dans sa verticalité, et il va mobiliser. Il remet en mouvement le patient, la patiente en l'occurrence, à ce moment-là. Dans tous les systèmes de guérison, finalement, que j'ai pu observer, on va pouvoir trouver des ingrédients communs de ce type qui sont très intéressants aussi à analyser et réfléchir aussi dans notre culture, avec nos ressources à nous, comment on peut les utiliser autrement. On voit bien qu'un patient va être comme délié du fonctionnement habituel et le praticien va remettre en mouvement, mais va aussi permettre au patient de sortir de l'isolement, va le relier autrement à son corps, va le relier autrement aux autres, va le relier autrement à la nature. Dans la métaphore qui était proposée, l'allégorie qui était proposée, de pouvoir lâcher à un moment donné les choses. Il a pu dire ça à un patient qui restait accroché à une relation qui était toxique pour lui. Et la métaphore, l'allégorie de la nature, à un moment donné, il faut pouvoir lâcher. Et il utilise aussi des mots de cette façon-là pour pouvoir amener quelqu'un à sortir finalement du cadre, à sortir de la focalisation sur laquelle la personne s'est focalisée. Finalement, un symptôme ne modifie pas seulement le rapport au corps, mais aussi aux autres et au monde. Et le travail des praticiens en général va être de ramener un autre rapport au corps, aux autres et au monde, et les guérisseurs vont le faire avec une représentation particulière. Ils vont le faire avec cette idée de remettre dans une verticalité, de remettre dans l'horizontalité également. D'autres vont le faire avec des images, d'autres vont le faire avec l'idée du fluide, du magnétisme, de l'énergie. Mais au bout du compte, ils vont amener les patients à se remettre en mouvement et à se relier différemment à ce qui les entoure. Alors, cette conception et cette réflexion autour du changement entre rationnel et irrationnel, elle avait déjà été faite par Hegel. Et il y a un très bon livre, une réflexion passionnante qui a été faite par François Roustan sur le sujet et qui a écrit justement sur ces modes de perception que Hegel avait évoqués. Hegel avait montré dans sa philosophie, dans sa réflexion, que nous avons tous une perception des choses qui objective, qui permettent d'analyser la réalité, de comprendre, de prendre de la distance par rapport à ce que nous sentons. Mais que nous avons aussi une perception immédiate, précédant à la fois temporellement et logiquement ce premier mode de perception. Et ça, c'est très intéressant aussi, certainement, pour comprendre, c'est une piste de réflexion pour comprendre l'efficacité aussi thérapeutique des guérisseurs, quand il y a une efficacité. Parce qu'on voit bien que lorsque un patient arrive et qu'il est concentré sur le diagnostic, la difficulté qu'il a, il va avoir une construction tout à fait logique. Et finalement, le guérisseur va amener un autre type de perception autour du symptôme et autour de la façon de sortir ou de moduler ce symptôme. Dans le travail des guérisseurs, vous avez entendu dans cette expérience-là, il dit « je ne passe pas par le mental ». Il a besoin d'être dans un autre état. Il a besoin peut-être de retourner à cette première perception, celle qui nous amène dans une perception qui est globale et immédiate, et qui serait première. Et la deuxième perception, c'est la perception où on intellectualise. Et ça, c'est intéressant par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure des études de Berthoz ou des études de Ekman sur le mouvement du corps qui va être premier, sur le fait de remettre la personne en mouvement. Et c'est intéressant aussi pour justement comprendre le cheminement et l'intérêt de l'irrationnel dans le changement. Ça ne veut pas dire que c'est la seule voie, évidemment. Penser le changement, passer par le rationnel est indispensable et précieux. Mais pouvoir aussi utiliser ce mode de perception où on va être dans une perception globale, plus focalisée sur le problème, mais à nouveau connectée aux perceptions de l'ensemble de notre vie, au mouvement de notre vie, se remettre dans ce mouvement-là, peut avoir un pouvoir thérapeutique. Et certainement, c'est une partie du travail de ces guérisseurs aussi, de pouvoir revenir à cette perception globale. Pour changer, il faudrait lâcher à un moment donné la volonté de changer, se décentrer de soi pour s'ouvrir au lien vers l'extérieur. Et ça, c'est un point commun, que l'on soit dans une expérience et l'observation d'une expérience de guérisseur ici en Occident, ou que l'on soit au fin fond de la Sibérie chez les chamans. On voit bien que tout le
le dispositif va être mis en place pour à un moment donné sortir de la psychologie individualiste. La personne, il va y avoir la famille, il va y avoir, quand on est dans d'autres cultures, il va y avoir un travail qui peut être fait dans la nature même. On amène la personne à sortir de l'isolement, à se remettre en lien avec les autres, avec le monde. Dans nos cultures plus occidentales, on voit bien que dans les interprétations aussi et les représentations des guérisseurs, il faut à un moment donné que le patient il lâche. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a un temps où ce sera peut-être possible d'avoir un lâcher-prise pour que quelque chose bouge, pour que la construction qui est mise en place autour du symptôme puisse bouger à un moment donné. Alors le parcours du guérisseur, il est aussi intéressant, que ce soit là dans le Jura ou dans nos campagnes ici en France ou un petit peu partout, on voit que très souvent, ils ont un parcours particulier. Quand on leur pose la question comment ils sont devenus guérisseurs, il y a plusieurs possibilités d'être guérisseur. Je vais prendre l'expérience de celui-ci. Il raconte qu'il a eu à traverser quelque chose. À un moment donné, il a été malade, impossible de trouver le diagnostic, de poser en fait un diagnostic. En fait, c'est un monsieur qui est d'une lignée de guérisseurs et il a toujours refusé en fait, les perceptions qu'il pouvait avoir. Et le jour où il a accepté d'être désigné et d'être nommé guérisseur, tous ces symptômes ont disparu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu voir de nombreuses fois. Le guérisseur lui-même doit passer aussi par l'exploration, finalement la traversée de certaines difficultés. Et à un moment donné, a comme une initiation, doit accepter de pouvoir utiliser son don, ou de faire passer en fait son don. Ce parcours du guérisseur, on voit aussi que très souvent, il passe par des moments de lâcher-prise. Il faut que lui puisse passer par cette perception globale, lâche le mental, lâche la construction, pour pouvoir percevoir et ressentir de façon plus large. Alors, la question des guérisseurs, elle est intéressante parce qu'elle est souvent dérangeante. Et ce qui dérange nous pousse à aller plus loin et nous pousse à réfléchir. Encore une fois, quand on parle de guérisseurs, on va osciller entre l'adhésion, le fait d'entendre des personnes dire « oui, ça a bien marché, j'ai testé et ça a été formidable pour moi », et puis l'agacement des plus cartésiens. On ne sait pas comment ça marche, il n'y a pas d'études encore randomisées. On voit pour autant qu'il y a une efficacité à certains moments, et l'approche intégrative qui consiste à intégrer, à analyser, à étudier, me semble intéressante. Il y a un fait, c'est un constat important, un pourcentage important de la population va voir les guérisseurs, ici et partout dans le monde. Soit on laisse de façon totalement parallèle ce parcours se faire, soit les professionnels de la santé ont réfléchi comment constituer une collaboration. Pas forcément au sein de l'hôpital, bien sûr, ça peut être totalement à l'extérieur comme ça se fait la plupart du temps actuellement, mais comment avoir une collaboration, comment discuter, comment faire des études ensemble pour comprendre et aller un petit peu plus loin. La pensée scientifique apportera des réponses, évidemment, à la pratique des guérisseurs, et la réflexion sur l'irrationalité, l'intuition, apportera aussi quelque chose dans la réflexion, il me semble, scientifique. Alors, un dernier point avant de conclure. Quand on parle des guérisseurs, ça nous connecte aussi aux premiers thérapeutes de notre ère, les thérapeutes d'Alexandrie, qui ont été très bien décrits dans le livre de Jean-Yves Leloup sur Philon d'Alexandrie, les thérapeutes d'Alexandrie. Ces premiers thérapeutes de notre ère, c'est passionnant parce qu'ils ont déjà défini qu'est-ce que c'est être thérapeute. Et leur définition élargit en fait les possibilités d'être thérapeute. En grec, thérapeutesse, ça veut dire soigner, prendre soin. Le thérapeute ne guérit pas, il soigne. C'est la nature qui guérit, c'est la vie qui guérit. Le rôle du thérapeute est de créer ou de permettre les meilleures conditions pour que la guérison puisse advenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on entend souvent
chez certains guérisseurs qui vont dire en fait, moi je fais circuler. Le patient, il est immobilisé, il est plus connecté au reste. Je fais circuler, je le remets. Alors, ce ne sera pas forcément dit comme ça. Il y aura une représentation d'énergie ou une représentation de fluide. Mais il y a cette idée de reconnexion à la nature, et c'est la nature qui guérit. En discutant avec des collègues médecins, c'est quelque chose qui n'est pas forcément choquant. Bien sûr que c'est tellement précieux d'avoir une aide médicale et humaine, mais il y a un côté comme ça où la nature va avoir son importance. Soigner le corps de quelqu'un, c'est être attentif au souffle qui l'anime. Le corps n'est pas considéré comme un objet, mais comme un corps animé. Ça aussi, c'est intéressant, parce que lorsque quelqu'un va dans ce système de guérison pour se faire soigner, ça n'est pas une pratique de l'organe, ça n'est pas une pratique du symptôme, c'est d'emblée une pratique du lien. Très souvent, on va associer justement notre médecine scientifique, qui va être très ciblée sur le symptôme et sur le problème d'un organe, et à côté associer quelqu'un qui va amener un travail beaucoup plus global, un travail sur ce qui anime aussi la personne. Il disait aussi, ces premiers thérapeutes de notre ère, lorsque nous sommes malades, c'est que nous avons perdu la connaissance de la réalité, parce que sur cette réalité, nous projetons sans cesse notre mémoire, notre passé, et nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. Le thérapeute a pour fonction d'aider la personne souffrante à retrouver la vision juste des choses et à voir clair. Et quand j'ai lu ce passage, ça m'a fait penser à tant de guérisseurs aussi rencontrés, qui vont avoir un bon sens, qui vont ramener la personne à la vie, qui vont lui dire en sortant « mais regarde l'automne en ce moment, regarde le printemps », qui vont amener aussi la personne à non plus être focalisée sur la problématique, mais vraiment à voir la vie et à reprendre sa place dans la danse de la vie. Et peut-être un dernier point avant de conclure, lorsque ces thérapeutes décrivaient aussi comment eux, ils pouvaient être thérapeutes, et ils se décrivaient à la fois, c'était à la fois des médecins, des guérisseurs, des psychologues, tout était associé il y a plus de 2000 ans. Ils disaient qu'un bon thérapeute, et ça c'est quelque chose moi, qui me parle beaucoup, et que j'ai retrouvé aussi souvent chez des guérisseurs, un bon thérapeute c'est un bon vivant. Et je trouve ça aussi intéressant, c'est-à-dire qu'un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se mettre en contact dans la vie et être dans le mouvement de la vie, pour pouvoir amener quelqu'un à se reconnecter dans le mouvement de la vie également. Et je voulais conclure sur cette phrase d'Edgar Morin, « Connaître et penser, ce n'est pas arriver à une vérité absolument certaine, c'est dialoguer avec l'incertitude. » Alors merci aux guérisseurs parce qu'ils nous poussent vraiment à dialoguer avec l'irrationalité, avec l'incertitude. On ne peut pas faire de généralité, mais ils nous poussent à penser. Ils nous poussent à penser des parcours de soins, ils nous poussent à penser le soin, et ils nous poussent aussi à penser le changement. Et connaître et penser, c'est aussi créer des liens pour rencontrer des personnes qui pensent différemment de nous et pouvoir réfléchir comment peut-être organiser une réflexion ou une pratique qui intégrerait des médecins, des psychologues et des guérisseurs intéressés par cette collaboration. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette invitation à réfléchir à ce paradoxe apparent entre le rationnel et l'irrationalité. Je vais donc vous donner la parole. Voilà, je vois déjà qu'il y a des mains qui se lèvent. Oui, alors merci pour cet exposé passionnant. Une fois de plus, on constate que ce qu'on sait est infime au regard de ce qu'on ignore. Et je voudrais vous poser une question. Moi, je suis spécialiste de rien. Le docteur Patrick Lemoine, qui est psychiatre à Sainte-Anne, dit que dans les annales de la Salpêtrière sont consignées des expériences d'induction hypnotique qui prouvent l'effet opposé du placebo. Et là, il a démontré scientifiquement l'effet nocebo, c'est-à-dire que sur des volontaires, oui, le bras d'un volontaire, il posait une pièce de monnaie, lui ou un de ses confrères, l'induction était la pièce est chaude, elle est de plus en plus chaude, et finalement, on retirait la pièce et il y avait une brûlure du diamètre de la pièce. Alors, à aucun moment, vous n'avez prononcé le mot placebo. Peut-être, est-ce que c'est volontaire ou pas?
puisqu'on a mis scientifiquement en évidence l'effet nocebo? Je vais répondre en 2 temps. Merci pour cette question et puis ce rappel des expériences qui ont été faites effectivement à la Pitié-Salpêtrière par Charcot notamment, et qui ont montré le pouvoir de construction aussi de certains symptômes. Il n'a pas utilisé du tout de façon thérapeutique, mais de façon expérimentale avec ses patients. Et il a montré qu'effectivement, on pouvait, par des suggestions négatives, déclencher, des patients en tout cas, pouvaient déclencher des symptômes, et qu'à l'inverse, on pouvait aussi construire et déconstruire ce qui avait été fait. Ce qui est intéressant, c'est déjà de voir qu'au niveau du symptôme, on a une possibilité de s'auto-suggestionner négativement. Combien de patients viennent avec des pensées limitantes ou des pensées qui vont entretenir un symptôme? Et souvent, le travail va être d'apaiser pour les sortir aussi de cette focalisation. Ça ne bougera, ça ne changera jamais. Alors, l'histoire, effectivement, la notion de placebo, j'aurais pu en parler s'il y avait des études qui analysaient aussi les effets des guérisseurs. Et pour l'instant, il n'y a pas d'études randomisées qui permettent d'analyser le pourcentage d'efficacité. Alors on ne sait pas si c'est au-dessus ou si c'est au même niveau, effectivement, que l'effet placebo. Mais merci de parler de l'effet placebo, parce que cet effet placebo, il nous rappelle la force de la relation et la force, justement, de l'impact de la relation. On sait que si un médicament ou si un traitement va être proposé avec certains mots, de façon très constructive, il va avoir une portée, un potentiel. Ce qui manque pour évaluer les guérisseurs, ce sont des études correctement menées et randomisées. L'effet placebo, il va être, dès que la relation va être constructive, positive, il va être présent, ça va potentialiser la relation. On voit dans des études, par exemple dans d'autres domaines, comme l'hypnose thérapeutique, que les études randomisées bien faites montrent qu'on va au-delà de l'effet placebo dans ces études. Des études sur la méditation et la dépression, la gestion du stress, montrent aussi qu'il y a un effet de la relation, mais qu'on va au-delà de l'effet placebo. Donc ce serait intéressant, pour pouvoir comprendre, analyser et aller un petit peu plus loin, de faire des études randomisées pour savoir si c'est le pouvoir de la relation ou s'il y a d'autres ingrédients thérapeutiques qui sont efficaces dans ce cadre-là. Je crois que dans votre discours, il manque un côté pratique que je vais signaler. Voilà, si moi, je devais voir un guérisseur... D'abord, ma pensée sur les guérisseurs, c'est ceci. Quand on parle des guérisseurs, tous les guérisseurs ne sont pas bons. Il y en a certainement qui sont nuls et d'autres qui ne le sont pas. Bon. Alors, ce que je veux dire, c'est vous, par exemple, qui êtes très proche des milieux médicaux traditionnels, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée si l'Académie de médecine, par exemple, prenait derrière elle un certain nombre de guérisseurs sans garantir que vous allez être guéri? Mais elle pourrait dire, par exemple, nous avons un tel, devant telle et telle pathologie, il a guéri un certain nombre, elle peut marquer 30%, 20%, 70%. Grâce à ça, vous savez comment. Et de toute manière, ce qu'il pourrait, à mon avis, l'Académie de médecine, comme quand il se concerne aussi les médicaments, il pourrait dire, les gens que nous citons n'ont pas laissé de traces négatives, c'est-à-dire ils ne sont pas dangereux. Au pire, vous ne serez pas guéri. Et une série de noms, moi, à mon avis, ce serait bien, parce que l'homme de la rue, les guérisseurs, qui, quoi, comment, où? Voyez-vous? Voilà. C'est vrai que le fait de baliser le parcours du soin de quelqu'un, des patients, est une perspective importante. Et c'est bien plus général qu'avec les guérisseurs. C'est même avec toutes les pratiques complémentaires qu'il y a une réflexion, une connaissance, répertorier les différents praticiens, mais même de façon beaucoup plus générale que les guérisseurs, de toute façon à travers les pratiques complémentaires, que l'on puisse effectivement aiguiller, connaître les différentes pratiques qui peuvent être proposées en France. Ça me semble effectivement important. Après, l'État a mis en place des garde-fous
la Miviludes notamment, qui va énoncer des critères où il faut faire attention lorsqu'on va voir un professionnel du soin, un médecin, un psychologue, quel que soit le professionnel de la santé ou dans d'autres pratiques des guérisseurs. Et tout à l'heure, j'évoquais les précautions. Si vous regardez sur effectivement la proposition de l'État de la Miviludes, le fait de perdre son autonomie, le fait que quelqu'un demande des sommes incroyables ou demande d'adhérer à une religion, à une croyance, à une philosophie ou même à une politique, là, ça doit clignoter et on voit qu'on n'est plus dans le cadre de quelque chose de correct. Et par rapport à votre proposition, moi, je crois que c'est possible. Ce qui est important, c'est que chacun fasse un pas vers l'autre. Et je crois que pour que l'Académie de médecine, qui balise aussi pour le bien des patients les pratiques, il faudrait qu'on puisse organiser des recherches évaluant, je crois, l'efficacité des guérisseurs. Merci pour la clarté de votre exposé. Juste une petite réflexion, vous devez d'ailleurs de répondre en partie à ma réflexion. C'est le terme irrationnel. Pour moi, irrationnel signifie hors de la raison. Hors de la raison. Or, ça n'est pas irrationnel, c'est arrationnel. La foi n'est pas irrationnelle, elle est hors de la raison. C'est important parce qu'il y a des guérisseurs qui sont des charlatans. Oui. Hein, les jeteurs de sorts à distance, comment les appelle-t-on, les chirurgiens qui opèrent sans ouvrir le ventre, etc. Oui. Ça, c'est du charlatanisme. Donc le terme guérisseur, attention, une partie des guérisseurs qu'on appelle des guérisseurs ou des sorciers sont effectivement des charlatans. Mais une grande partie, vous l'avez prouvé, relève tout simplement de la non-explication actuelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore d'explication. Il faut être très prudent. Donc j'aurais préféré utiliser le terme, parce que irrationnel, c'est vraiment très fort comme terme. Ça veut dire que ça contredit la raison. Or, vous avez bien expliqué, justement, c'est très clair, ça ne contredit pas la raison. Simplement, on ne sait pas comment ça marche. On ne sait pas comment ça marche, mais ça ne contredit pas la raison. Donc le terme, alors je sais bien, le terme irrationnel est compliqué, les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, mais enfin, c'est vrai, hors de la raison. Je suis d'accord. Cette distinction entre, lorsqu'on parle de guérisseurs, tout dépend de l'intention. Et ça, c'est valable pour tout praticien dans le domaine du soin, dans le domaine de la santé. Quelle est l'intention? Alors évidemment, quand on est dans le domaine médical, infirmier, ou dans un domaine qui est balisé, il y a un ordre, il y a des chartes, c'est cadré. Là, effectivement, on rentre dans un domaine où ça n'est pas cadré, même s'il existe des instituts qui regroupent les guérisseurs et qui réfléchissent justement comment avancer par rapport et puis se protéger aussi des charlatans, parce que souvent ceux qui sont les plus critiques même par rapport aux charlatans, ce sont les guérisseurs qui sont dans cette intention de soins, qui sont dans une transmission, une tradition. Mais effectivement, tout dépend de l'intention. Si l'intention et de faire du profit, si l'intention est de manipuler quelqu'un, évidemment, là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là de la guérison et du guérisseur. Et c'est une proposition intéressante de parler effectivement plutôt d'irrationalité et c'est difficile effectivement à dire, mais je pense que dans l'irrationnel, il y a un processus, il y a un continuum de l'irrationnel au rationnel, et on peut effectivement connecter quand même facilement, ça se complète. Oui, bonsoir. Moi, je me placerais du côté on va dire des guérisseurs pour aller vite qui cherchent à rencontrer des scientifiques. Oui. Pas seulement pour valider ou ne pas valider un certain nombre de pratiques, mais aussi pour les comprendre. Je prends un exemple extrêmement concret que vous avez pris tout à l'heure, celui des barreurs de feu. Est-ce que quelqu'un a un protocole scientifique, je suis totalement ignorant en la matière, par exemple, pour me dire ce qui se passe dans mon cerveau ou dans celui du patient lorsque je barre le feu et qu'il se déclare soulagé? Est-ce qu'il y a moyen de faire ça scientifiquement, des protocoles à mettre en place, et est-ce qu'il y a des scientifiques intéressés qui disposent du matériel nécessaire? Parce que franchement, ça m'intéresse. Bon, merci, c'est un pas effectivement en avant.
la proposition que vous faites, le fait de regarder d'un point de vue neuroscientifique, de regarder ce qui se passe au niveau des aires cérébrales, peut-être des connexions entre les aires cérébrales, je pense que c'est quelque chose d'important. Ça commence souvent par là. On l'a vu dans le domaine de l'hypnose ou de la méditation. On a commencé à observer aussi et à affiner la compréhension de la pratique, aussi en comprenant ce qui se passait au niveau du cerveau. Et je crois que ce serait une première expérience à faire avec une étude voilà, bien cadrée. Ben, on peut parler à la fin de la conférence, si vous voulez alors. Bonjour et merci. Moi, j'étais très intéressée par votre conférence puisque je me forme en fait à une approche psychocorporelle et j'aurais aimé avoir votre avis sur l'avenir justement de ces pratiques puisqu'aujourd'hui j'ai aussi une expérience dans les hôpitaux qui, je pense, qui manque cruellement de ce type d'approche justement. C'est pas encore le cas aujourd'hui. Et quelle est selon vous justement la place de ces pratiques par exemple, donc moi je me forme à la kinésiologie, c'est pas encore reconnu, donc il n'y a pas encore de système mis en place. Alors, par rapport aux pratiques complémentaires qui sont intégrées à l'hôpital, notamment ici à Paris avec la PHP, il y a tout un groupe de médecins qui ont évalué et déjà identifié à l'hôpital toutes les pratiques qui étaient proposées. Et la politique qui est proposée actuellement, ce qui me semble intéressant, c'est de pouvoir intégrer à l'hôpital des pratiques qui sont évaluées et qui ont montré justement des preuves d'efficacité. Et donc on en revient toujours au besoin d'évaluer et de montrer les preuves d'efficacité. Et effectivement, que ce soit la PHP ou d'autres centres, d'autres hôpitaux, vont plutôt intégrer des pratiques, évidemment, qui vont être évaluées. Et il y a eu des rapports de l'INSERM qui ont montré l'efficacité de telles pratiques, de la méditation, de l'hypnose, par exemple, ou encore d'autres pratiques. Et donc, ce sont ces pratiques qui, effectivement, vont être utilisées au sein de l'hôpital. Les autres pratiques qui ne sont pas encore évaluées, ça ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'elles ne sont pas efficaces ou pas évaluables, c'est juste qu'il n'y a pas encore eu de protocole de recherche. Souvent, elles ne sont pas intégrées, les patients vont pouvoir les utiliser à l'extérieur de l'hôpital. Mais évidemment, alors je dirige un institut qui s'appelle l'Institut des pratiques psychocorporelles. Alors je vais évidemment vous dire, moi je suis persuadée, c'est ce qui m'anime, que plus un patient, et les études l'ont montré, plus un patient est apaisé, plus l'efficacité des traitements et plus le parcours de soins va être favorisé. Mais même au-delà de ça, on arrive maintenant à une médecine qui réfléchit à la notion de prévention et de healthcare, de pouvoir non pas soigner quand le problème est là, mais aussi proposer des outils, proposer des pratiques qui permettent de maintenir en bonne santé le patient. Donc on voit bien que le psychocorporel a évidemment toute sa place, un mental le patient pourra utiliser ou la personne pourra utiliser des outils pour pouvoir stabiliser le mental, pouvoir aussi prendre soin de son corps. Et on sait que de toute façon, dès qu'on prend soin du corps, ça agit sur le mental. Dès qu'on agit sur le mental, ça agit sur le corps. Et donc ce psychocorporel, évidemment, a toute sa place. Encore une fois, l'organisation des soins, l'organisation de l'hôpital nécessite qu'il y ait un fléchage et nécessite aussi de bien cadrer finalement pour les patients pour éviter des problèmes. Donc dès que les pratiques sont évaluées, c'est plus simple. Merci beaucoup. Madame, votre entretien m'a profondément troublé parce que je me considérais jusqu'à présent comme totalement et parfaitement rationnel, et le sérieux de votre exposé, sa clarté, les exemples que vous avez cités me plongent dans un trouble profond parce que je vous fais confiance de ne pas être une digeuse de bonne aventure, mais une personne sérieuse. Et il se trouve qu'il y a quelques temps, j'étais avec un ami à la campagne qui utilise un pendule. Alors, vous n'avez pas parlé de ce pendule.
Et il m'a dit, tiens, prends-le le pendule. Je lui ai dit, non, tout ça, c'est pas sérieux. Mais si, prends le pendule, promène-toi dans le jardin, dans la rue, tu vas voir, à un moment, il le signe. C'est vrai, j'ai joué le jeu, et là, il me dit, oui, bah, c'est normal, il y a de l'eau en dessous. Bon, alors, je n'ai rien compris, j'ai recommencé 2 ou 3 fois, et j'ai constaté que ça marche. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai été très troublé. Votre conférence vient confirmer qu'il existe je ne sais pas quoi. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce que vous avez vu aussi au Bénin? Parce que j'ai vu, moi, au Brésil, des danses de... Je ne sais pas quel est le terme exact, mais qui m'ont également profondément troublé. J'ai assisté pendant 1 heure et au bout d'1 heure, j'avais l'impression presque d'être un autre homme, quelqu'un de plus léger, de plus heureux. Voilà. Alors l'expérience au Bénin que j'ai pu vivre et que j'ai pu filmer aussi et pouvoir discuter avec les patients et les guérisseurs, ce sont plusieurs expériences de soins. Et encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'observer les différences entre les différents rituels et puis de pouvoir voir s'il y a des universaux, des ingrédients communs entre ces différents rituels. Ce que j'ai pu observer, par exemple, et que j'ai trouvé passionnant et qui pousse aussi à réfléchir justement à l'importance, au pouvoir des images, au pouvoir de l'imaginaire du patient, c'est une expérience d'une dame donc, qui s'était cassé la jambe et qui a été à l'hôpital donc, pour se faire soigner. Et puis, c'est pareil au Bénin, de façon pragmatique, à partir du moment où ça tarde pour guérir, elle a décidé d'aller voir un guérisseur. Elle avait les médicaments de l'hôpital, mais elle a décidé d'aller voir un guérisseur pour accélérer un peu les choses. Et ce guérisseur donc, est allé, lorsqu'elle est venue tout de suite chercher un poulet qui traînait là au village, il a pris le poulet, il a cassé la patte du poulet. C'était la même patte que la jambe de la dame qui était cassée. Et il a commencé à faire le soin sur le poulet. Et il a commencé à masser, il a commencé à dire des mots de soin, et puis à mettre des onguents. Et ensuite, il a massé la dame. Et il a fait ça une dizaine, peut-être une douzaine de jours. Toujours, il démarrait par le poulet. La dame regardait très absorbée ce qui se passait avec le poulet. Et ensuite, il lui massait la jambe et il faisait exactement la même chose. Le jour où le poulet est allé mieux, la dame est allée mieux. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant sur le plan justement anthropologique et le plan sur la réflexion sur nos pratiques de soins. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait comme un symbole, le poulet étant le symbole de son problème, c'est extériorisé, mais à un moment donné, c'est réparé. Et lorsque le poulet va mieux, elle va mieux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place dans la projection, dans l'introjection en fait du moins bien et du mieux. Et pour moi qui suis hypnothérapeute, ça a été aussi quelque chose de très intéressant parce qu'en hypnose, par exemple dans le domaine de la prise en charge de la douleur, on va souvent proposer au patient qui a une douleur, quand la douleur est forte, on ne va pas lui proposer d'aller se balader ou de se relaxer dans un lieu. C'est tellement difficile quand on a bien mal de se détendre ou d'aller se relaxer. Donc on va souvent proposer de partir de là où l'attention du patient est focalisée. Et une des pratiques est de demander et dites-moi alors, et si c'était une couleur, quelle forme ça pourrait être? Et lorsque le patient a délimité, a trouvé la forme, la couleur, on lui fait changer la couleur ou la forme. Et au moment où il change la couleur et la forme, c'est là où il peut y avoir une modulation de la douleur. Et ce n'est pas magique. On voit bien simplement que c'est une absorption, une défocalisation de l'attention à un moment donné. Et le fait qu'il y ait un mouvement qui soit impulsé sur la représentation du problème amène une modification de la douleur. Nous sommes dans les formations ou dans les centres antidouleurs. Il y a beaucoup d'anesthésistes, de plus en plus de chirurgiens aussi qui se forment à l'hypnose et qui vont utiliser cette pratique-là. Mais toujours avec l'idée de complémentarité.
toujours, soyons rationnels. Lorsqu'il y a la possibilité de soulager aussi d'une autre façon, ce sera utilisé. À certains moments, quand on peut utiliser ce type de pratique, c'est très utile et très intéressant. Mais vous voyez que c'est dans deux espaces différents, deux pratiques qui paraissent comme ça différentes, mais qui vont finalement fonctionner sur le même ressort, le même levier thérapeutique. À un moment donné, on identifie le problème, on l'amène à être modifié, et ça peut impulser une modification de perception. Merci beaucoup. En fait, je voulais rebondir à la question qui a été soulevée là-bas sur les barreurs de feu. Bon, moi, je travaille à l'hôpital docteur en neurosciences, et donc en fait, on monte des protocoles de recherche pour essayer de valider certaines techniques. Et justement, toute la problématique, c'est de faire des groupes de comparaison. Donc, c'était pour répondre, mais vous savez très bien. Et donc, il faudrait qu'on puisse trouver un moyen d'avoir une intervention, un groupe contrôle, mais aussi une intervention où on ne fait pas vraiment l'intervention. Et c'est ça tout l'enjeu. Si vous avez la réponse à ça, à mon avis, on pourra monter un protocole de recherche. Mais attendez, on ne vous entend pas, monsieur. Excusez-moi. Oui, ça doit être possible. Simplement, quand on pratique, on va dire un protocole de soins, essayer de faire la chose tout en ne la faisant pas ou de n'en faire qu'une partie, ça demande simplement beaucoup de concentration. Il faut s'assurer après verbalement que, j'allais dire que le praticien a bien fait attention à ne pas agir. Voilà, parce que des fois, on le fait effectivement par réflexe. Donc, mais techniquement, avec un peu d'entraînement, ça doit être possible. Bon, ça s'organise alors, les recherches. Moi, j'aurais une interrogation par rapport à votre approche sur tout ce qui est Reiki, magnétisme, acupuncture, tout ce qui est donc soins plus oriental par rapport à la médecine occidentale. Quelle est l'approche justement et quelle est la place de ces guérisseurs du coup justement dans le parcours du soin? Là, il y a plein de choses ensemble parce que l'acupuncture, par exemple, ou les pratiques de Qigong vont être associées à une médecine traditionnelle. Donc il y a une organisation, il y a un apprentissage, il y a des écoles aussi pour les médecins de médecine traditionnelle chinoise. Alors que le guérisseur, souvent la transmission va être beaucoup plus au niveau d'un don ou beaucoup plus spontanée. Donc c'est difficile de comparer en fait ces approches, c'est d'ordre différent. La médecine traditionnelle chinoise d'ailleurs se prête à beaucoup d'évaluations et elle va être basée sur un corpus de recueil de données, d'exploration, alors que le travail des guérisseurs est souvent beaucoup plus intuitif. Je verrai une différence. Le travail de Reiki, je ne connais pas bien la pratique de Reiki, c'est une représentation particulière du soin. Dans mon souvenir, le Reiki, c'est l'idée que le praticien va servir de canal à l'énergie qui va soigner. C'est intéressant, encore une fois, moi je ne pourrais pas vous dire l'efficacité, le Reiki n'est pas non plus suffisamment évalué. Mais ce qui est intéressant, c'est la représentation. On va retrouver dans le Reiki l'idée d'une énergie qui circule et le praticien va laisser circuler cette énergie. C'est une représentation qui est intéressante. Après, encore une fois, les patients décrivent avoir une sensation peut-être de chaleur, ou tout ça devrait être effectivement aussi un peu plus analysé et de façon randomisée avec des recherches. Mais je crois qu'il faut comparer des approches qui vont être des approches très intuitives, purement intuitives, et puis des approches qui sont constituées comme la médecine traditionnelle chinoise, la médecine traditionnelle indienne ou tibétaine, qui évoluent d'ailleurs au contact aussi de la médecine, de notre médecine, avec des recherches qui se mettent en place. C'est de deux ordres, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Est-ce qu'il y a encore une question, une intervention? Non, je ne vois plus de mains qui se lèvent. Bon, je pense qu'on va terminer ici ce soir. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous.